Plongeons tout de suite au cœur d'une véritable enquête médicale, une investigation fascinante où les indices pour repérer les infections des os et des articulations chez l'enfant sont littéralement en train de changer sous nos yeux. En fait, historiquement, ces maladies présentaient des signes cliniques très clairs, mais aujourd'hui, elles se transforment en de redoutables casse-têtes. Le diagnostic, qui était autrefois assez direct, devient un mystère en constante évolution. Alors, mettons notre casquette de détective et essayons de comprendre cette métamorphose. Pour bien poser le décor, gardons ce chiffre en tête, 3,6 ans. C'est l'âge médian des patients touchés par ces infections. Un fait mis en évidence par une vaste étude de l'hôpital Necker. On parle donc d'une population extrêmement jeune et vulnérable. Et le problème à cet âge-là, c'est que formuler clairement sa douleur, c'est tout simplement impossible. Interpréter le moindre symptôme devient alors un vrai défi pour les équipes médicales. La rapidité et la précision du diagnostic n'en sont que plus cruciales. Section 1. Le nouveau paysage bactérien. Notre investigation commence évidemment par l'identification de nos principaux suspects. Et le terrain de jeu des bactéries a été totalement bouleversé par les campagnes de santé publique. L'arrivée des vaccins contre l'hémophilus B et le pneumocoque a vraiment transformé l'écologie bactérienne. D'un côté, on a toujours le classique staphylocoque doré, qui reste le coupable le plus fréquent, mais de l'autre, de nouvelles menaces émergent. Des menaces beaucoup plus furtives. Prenez Kingella kinggiae par exemple. Ce qui est dingue avec ces nouveaux germes, c'est qu'ils sont super difficiles à cultiver en laboratoire. Si on n'utilise pas des techniques très spécifiques, le coupable passe tout simplement inaperçu. Section 2. L'anatomie de l'infection. Pour attraper ces coupables, il faut comprendre comment fonctionne la scène de crime, c'est-à-dire le squelette pédiatrique en pleine croissance. C'est une vraie course contre la montre. Tout commence par une bactériémie, une contamination par le sang. Très vite, on a un œdème et des thromboses qui bloquent les vaisseaux. La pression monte dans l'os, ce qui pousse le pus vers l'extérieur pour former un abcès supériosté. Et si on n'intervient pas, entre le 10e et le 20e jour, on arrive à un stade critique, le séquestre osseux. En gros, c'est une nécrose. L'os meurt à cause de la destruction de sa vascularisation. Et pourquoi l'articulation est-elle si facilement touchée chez le tout-petit ? Eh bien, c'est expliqué par l'hypothèse de Trueta. L'anatomie vasculaire d'un nourrisson est assez unique. Il y a une très large communication sanguine entre la métaphyse, la partie longue de l'os, et l'épiphyse, la zone articulaire. La barrière naturelle du cartilage n'est pas encore hermétique. Du coup, l'infection franchit cet espace comme si de rien n'était et envahit l'articulation, transformant une simple lésion en une ostéoarthrite redoutable. Section 3. Les tableaux cliniques classiques. Historiquement, repérer ces dynamiques destructrices, c'était assez simple. Les médecins faisaient face à des présentations évidentes. Dans une ostéoarthrite classique du nourrisson, les indices sautent vraiment aux yeux. On voit un gonflement très net du bras, par exemple. L'enfant présente une pseudo-paralysie. Il refuse de bouger le membre, non pas parce que le nerf est touché, mais parce que la douleur est fulgurante. Et un détail absolument crucial, ce tableau dramatique peut survenir même si l'enfant n'a aucune fièvre. Face à des symptômes aussi évidents, la réponse est immédiate. La ponction, osseuse ou articulaire, permet de prélever directement le liquide purulent. C'est le geste en or. D'abord, ça donne la preuve irréfutable pour identifier le germe et tester sa résistance aux antibiotiques. Mais surtout, c'est thérapeutique. Retirer le pus décomprime l'articulation et soulage immédiatement cette pression destructrice. Section 4. Attention aux formes insidieuses. L'enquête se corse sérieusement pour le clinicien d'aujourd'hui. Ces formes classiques ont tendance à s'effacer pour laisser place à des pièges diagnostiques terribles. Imaginons un enfant qui arrive avec juste un dos un peu raide. Pas de fièvre, pas de gros signes inflammatoires. À la radiographie standard, tout a l'air normal, ou alors on a juste un très subtil pincement entre deux vertèbres. On pourrait facilement passer à côté. Mais l'IRM, elle, révèle la vérité. Une spondylodicite, une infection sévère du disque et de la vertèbre. L'absence de symptômes spectaculaires cachait une lésion très profonde. Section 5. Le diagnostic différentiel. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut éliminer d'autres suspects. C'est un véritable champ de mine. Énormément d'affections imitent à la perfection une infection. Ça va du banal rhume de hanche, la synovite aiguë transitoire, jusqu'aux pathologies malignes urgentes, comme l'ostéosarcome ou le sarcome de Ewing. Parfois, c'est même une leucémie qui se cache derrière ces douleurs osseuses. On a aussi des maladies inflammatoires complexes, comme le syndrome SAPHO. Face à ce mur de suspects, l'imagerie ne suffit pas toujours, et c'est souvent la biopsie qui permet de trancher définitivement entre une infection et une cellule cancéreuse. Et voici l'un des pièges les plus dangereux. Chez un enfant atteint de drépanocytose, différencier une simple crise osseuse d'une infection gravissime, c'est un défi immense. La douleur est la même. L'analyse doit être minutieusement probabiliste. Un infarctus osseux se présente en général avec une fièvre modérée et peu d'inflammation dans le sang. A l'inverse, l'ostéomyélite s'accompagne d'une forte fièvre et d'une explosion des marqueurs inflammatoires. Se tromper ici, c'est s'exposer à des conséquences désastreuses. Section 6. L'arsenal diagnostique. Pour démasquer ces imitateurs, on s'en remet à des outils sophistiqués. La radiographie est souvent normale au début,
elle sert surtout pour le suivi. L'échographie, par contre, est redoutable aux urgences. Elle permet d'appliquer le protocole de Tunis pour classifier l'abcès et décider s'il faut opérer. Quant à l'IRM, l'artillerie lourde, bien qu'elle nécessite souvent d'endormir l'enfant, elle offre une résolution inégalée pour différencier un tissu inflammatoire actif d'une simple cicatrice fibreuse. Arrêtons-nous un instant sur ce concept fascinant à la scintigraphie, l'image froide. Normalement, une infection, ça capte le produit radioactif, ça apparaît brillant ou chaud. Mais de façon très paradoxale, dans les infections suraiguës, les artérioles sont tellement obstruées par des caillots infectés que le sang ne circule plus du tout. Le traceur n'atteint pas l'os, créant une image froide, voire d'apparence normale. Ce manque de signal, loin d'être rassurant, indique une gravité extrême et impose souvent une chirurgie immédiate. Du côté des prises de sang, le match se joue entre la CRP et la VS. La protéine C réactive, c'est le traceur ultime. Elle monte vite et surtout, elle se normalise très rapidement quand l'antibiotique fait effet. Elle suit la maladie en temps réel. La vitesse de sédimentation, elle, a toujours un train de retard. Même si le traitement marche parfaitement, elle peut mettre plus d'1 semaine à redescendre, ce qui en fait un assez mauvais outil pour surveiller l'efficacité immédiate d'une thérapie. Les micro-organismes ne restent jamais statiques. À mesure que les vaccins protègent contre d'anciennes menaces, de nouvelles bactéries prennent le relais, et souvent de manière bien plus sournoise. La médecine doit s'adapter en permanence, avec des imageries et des analyses toujours plus pointues. Ce qui nous amène à une réflexion incontournable pour conclure cette exploration. Avec l'arrivée constante de nouveaux vaccins, sous quelle apparence cette menace va-t-elle se déguiser la prochaine fois pour tromper notre vigilance ?